Bonjour, voici l'extrait numéro 1 du parcours Notre monde vient d'en trouver un autre. C'est le premier extrait des essais de Montaigne dont vous avez deux chapitres à étudier. Donc cet extrait commence par Or pour en revenir à mon propos sur l'édition que j'ai, c'est page 110. Montaigne est un humaniste du XVIe siècle, qui est principalement connu pour son œuvre Les Essais, une œuvre très variée, qui aborde différents sujets de société, des sujets personnels, euh, tout cela dans 107 chapitres qui ont été écrits sur 20 ans. Cet extrait-là est tiré du premier livre, écrit en 1580. On y découvre l'esprit critique de Montaigne à travers sa comparaison entre civilisé et barbare. C'est également un témoignage important sur la manière dont l'Europe voyait le Nouveau Monde, puisque c'est à cette époque que le Portugal, l'Espagne et la France partent en conquête vers l'Amérique. Ils y découvrent, ces Européens, des sociétés en tout point différents d'eux. Lecture. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. Là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela, sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abattardis en ceci, les accommodant au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l'envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là sans culture, ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffée. Si est-ce que partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Et veniunt ederae ponte sua melius, surgit et in solis formosior arbutus antris, et volucres nulla dulcius arte canunt. Traduction. Et le lierre vient mieux de lui-même, et l'arbousier croît plus beau dans les lieux solitaires, et les oiseaux sans art ont un chant plus doux. Properce, Élégie 1, 2, 10. Voilà, je vous conseille de relire la traduction pour bien vérifier que vous avez compris le texte qui est en français du XVIe siècle, donc encore un peu étranger pour nous. Je propose comme fil directeur de montrer comment Montaigne s'attache ici à dénoncer la vision ethnocentrée des Européens en analysant la signification du mot sauvage. Le mouvement, je découperai en 3 parties, de Or je trouve à Et accompli de toutes choses, où l'auteur remet en cause une vision ethnocentrée des peuples du Brésil. Puis de Ils sont sauvages à Sans culture, il opère un raisonnement par analogie en comparant avec les fruits sauvages et fait un jeu sur la polysémie du mot sauvage. Puis, dans la dernière partie, l'auteur montre la supériorité de la nature que l'homme corrompt par son intervention. Donc on peut voir que, comme c'est l'usage dans les essais de Montaigne, on a une réflexion personnelle à la première personne, je trouve, pour revenir à mon propos, montre bien l'écriture de Montaigne qui opère par digression. Il a parlé de choses très différentes auparavant, et là il revient à son propos, c'est-à-dire l'interrogation de la barbarie des peuples nouvellement découverts. On voit également que Montaigne a eu recours à un témoin. Il aura aussi
il y aura aussi un passage avec un témoignage direct de sa rencontre avec 3 d'entre eux à la fin du chapitre, mais là, il s'agit de partir de ce qu'on lui a dit à ce qu'on m'en a rapporté. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Montaigne va à l'encontre des idées reçues en affirmant qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation. Et avec le mot rien, on a une hyperbole qui peut choquer et qui va mettre en avant le relativisme de Montaigne, hein. Tout est comment dire, culturel, et donc, la barbarie, elle aussi, est relative. On voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu provocateur par rapport aux Européens qui se croient supérieurs, comme on va le voir dans la suite. Ce relativisme va très loin puisque il s'applique aussi à la vérité, hein. Comme de vrai, nous n'avons autre mire, c'est-à-dire d'autres points de repère de la vérité et de la raison. On est donc là dans l'intellectuel, que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Donc, on redit la même chose, nous jugeons des choses, nous avons des préjugés par rapport à notre culture. Et la phrase qui conclut cette première partie, ce premier mouvement qui est construit sur un rythme ternaire, là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toute chose, avec une hyperbole et une répétition du mot parfait. Eh bien, cette phrase, il faut la comprendre comme une antiphrase ironique, hein, qui traduit finalement le point de vue des Européens qui se croient supérieurs en toute chose, qui se croient parfaits en toute chose, mais évidemment, on voit bien ici que ça n'est pas le sentiment de Montaigne et qu'on a une critique de ce sentiment de supériorité des Européens. Dans un deuxième passage, l'auteur va donc défendre sa thèse, comme quoi on ne nomme barbare que finalement ce qui est différent de nous, hein, il n'y a pas de barbarie en soi, et pour cela il s'appuie sur un raisonnement par analogie, avec une comparaison. Il va pour cela opérer une opposition qui renverse la façon habituelle de voir les choses, hein, en disant qu'on devrait plutôt appeler sauvages les fruits qui ont été modifiés par l'homme. Ils sont sauvages de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produit. Donc on voit bien qu'il y a un jeu sur la polysémie de ce mot sauvage qui ici se réfère à la nature sans artifice. Et on va voir que cette opposition entre nature et culture, nature et artifice va être poursuivie par la suite. Et on a une série d'oppositions, d'antithèses qui va donc opposer justement la nature et l'intervention de l'homme avec des thèmes très péjoratifs pour l'intervention de l'homme comme altérer ou détourner de l'ordre commun. On a donc une opposition entre la perfection de la nature, un vocabulaire amélioratif, et la corruption apportée par l'homme avec un vocabulaire péjoratif. Vous voyez, vive, vigoureuse, vraie, utile, naturelle, vertu pour la nature, et abattardie et corrompue pour les productions de l'homme. Et là, en l'occurrence, il s'agit de décrire les fruits et d'opposer les fruits naturels à des fruits artificiels, ceux qui ont été modifiés par l'homme. Puisque vous savez sûrement qu'on ne mange aucun fruit qui soit vraiment naturel, qu'on peut trouver dans la nature. Ils ont été modifiés, on pourrait dire génétiquement parlant. Et donc, on termine par cette phrase, et si pourtant, qu'on pourrait traduire juste par et pourtant, hein, la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l'envie, c'est-à-dire comment dire, comparé aux nôtres, en différents fruits de ces contrées-là sans culture. Et donc on a un dernier argument qui vient asseoir l'argumentation, le raisonnement de Montaigne pour montrer la supériorité de la nature, puisque alors même que les Européens ont modifié la saveur des fruits pour répondre à leur goût, eh bien il y a malgré tout des fruits sauvages non modifiés par l'homme dans les contrées dont on parle, hein, en Amérique du Sud, qui sont finalement meilleurs que les fruits que nous trouvons en Europe et qui sont issus de modifications.
Dernière partie, ce n'est pas raison que l'art, qu'on peut traduire par il n'est donc pas justifié de dire que l'art l'emporte sur notre grande et puissante mère nature. L'auteur poursuit donc son raisonnement en tirant une conséquence, hein, on a le connecteur logique donc, qui contredit l'argument qui est a priori en vigueur, hein, qui est celui le plus commun, selon lequel l'art humain surpasserait la nature. La nature est supérieure, elle est comparée à une mère, à une sorte de divinité qu'il convient de révérer avec cette expression notre grande et puissante mère nature. Les interventions des hommes sont comparées à des ajouts inutiles à ce qui est déjà parfait, comme on peut le voir avec les verbes recharger, qui veut dire surcharger, ou bien étouffer, ou bien les adjectifs vaines et futiles, qui qualifient les œuvres des humains. Donc, à l'inverse de cette surcharge due à l'art humain, on a la nature qui est du côté de la pureté, hein, et cette supériorité fait honte à, aux productions des hommes, hein. Donc, cela contribue encore à rabaisser l'art humain et peut-être l'orgueil humain. C'est la thèse de Montaigne. Montaigne rabaisse non seulement les Européens qui se croient supérieurs, mais aussi les humains qui pensent avoir fait mieux que la nature. On a donc un éloge appuyé de la nature qui se clôt comme souvent chez Montaigne avec une citation latine tirée des élégies de Properce, hein, et qui signifie donc le lierre vient mieux de lui-même, l'arbousier croît plus beau dans les lieux solitaires et les oiseaux sans art ont un chant plus doux. Donc vous voyez que la nature croît mieux, pousse mieux, se porte mieux sans l'homme. Cette habitude de faire référence à des citations latines chez Montaigne qui a été élevée, je vous l'avais dit, en écoutant du latin, hein, c'était sa langue maternelle en quelque sorte, est appelé par lui l'art de la conférence parce qu'il aime dialoguer avec les auteurs de l'Antiquité. En conclusion, afin de remettre en cause une vision ethnocentrée des Européens qui se prétendent supérieurs au peuple sauvage découvert au Brésil, un peuple qui pratique le cannibalisme, d'où le titre du chapitre, Montaigne passe par le détour de la comparaison des œuvres humaines avec celles de la nature, dont il cherche, dans le passage, à démontrer la supériorité. Il s'appuie pour cela sur la polysémie du terme sauvage, qui s'applique aussi bien au peuple qu'aux fruits, hein, et il recourt, comme souvent, à une citation d'un poète latin pour appuyer son propos. Plus loin dans le chapitre, l'auteur rappellera que la barbarie n'est pas l'apanage des sauvages, mais elle est bien le propre des Européens qui se sont entretués lors des guerres de religion. Voilà pour cette explication. Bon travail.